Bonjour à tous et à toutes, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Je m'appelle George Ross, PDG de l'Alliance de recherche numérique du Canada et je tiens à tous vous remercier de votre présence aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais procéder à une reconnaissance territoriale. Je tiens à reconnaître respectueusement les terres des Premières Nations, des Inuits et des Métis sur lesquelles nous travaillons et vivons tous. Je me trouve au siège social de l'Alliance à Ottawa, en ce moment sur le territoire traditionnel non cédé des Algonquins Anishinaabe. En tant qu'organisation, je tiens à affirmer notre respect pour la souveraineté des données, des groupes autochtones, des communautés autochtones et à la promotion de notre engagement envers la vérité et à la réconciliation dans le cadre de nos activités. Aujourd'hui, je tenais à vous faire part de mon appréciation de votre participation active au cours des dernières semaines, alors que nous sommes en train de mettre en place, notre réponse à la déclaration à l'appel de déclaration d'intérêt du gouvernement fédéral dans le cadre, de l'infrastructure de calcul souveraine pour, l'IA. C'est extrêmement important pour notre organisation et on n'aurait pas pu élaborer cette réponse, au nom de la communauté sans votre travail. Je vais, sans plus tarder, céder la parole à Steven Wu qui va vous faire une petite mise à jour. Je pense que Steven va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Steven, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour cette assemblée sur la soumission de l'Alliance. Comme George l'a indiqué, il s'agit d'une assemblée bilingue. Nous avons un service d'interprétation simultané de disponible. Vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez suivre l'assemblée en bas de votre écran dans Zoom. Nous enregistrerons également cette assemblée. Cet enregistrement sera rendu public par la suite. Alors si vous souhaitez, ne pas ne pas voir votre vidéo enregistrée, éteignez votre caméra. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui, surtout à si court préavis, sur le programme canadien, d'infrastructure de calcul souveraine pour l'IA, au sujet de la soumission que l'Alliance, a émise suite à l'appel de déclaration d'intérêt faite par le gouvernement fédéral. Alors, je tenais à vous faire une petite mise à jour, par rapport à cela et également vous parler de notre vision dans ce dossier. Je vais vous présenter, une série de diapositives par rapport à ce que nous avons proposé et par rapport à notre soumission et ensuite on pourra répondre aux questions. Ce n'est pas la fin du processus, c'est plutôt le lancement d'une démarche. Donc ce ne sera pas la dernière fois que vous entendrez, de nos nouvelles. Nous aurons probablement, plusieurs autres assemblées virtuelles ou en personne. Alors merci de votre participation une fois de plus. Pour commencer, à titre de contexte, il s'agit, d'une annonce de 705 millions de dollars qui a été, faite le 27 février pour le développement de l'infrastructure de calcul souveraine pour l'IA. En tant qu'organisation nationale et dans le cadre de la mise en place de l'infrastructure de recherche numérique, nous souhaitons comprendre vos besoins et vos exigences et il s'agit d'énoncer une vision nationale pour la structuration de cet investissement pour qu'il ait une incidence non seulement sur le milieu de la recherche au Canada, mais également pour l'amélioration de tous les citoyens canadiens et de la société canadienne en général. C'est donc notre, dernière, rencontre, si vous voulez, pour ce qui est de la première étape de la démarche. Maintenant, pour ce qui est du contexte, celui-ci s'inscrit dans le cadre, d'une stratégie plus large, de 2,4 milliards de dollars, dont environ 1,4 milliard, ciblent les PME. On a déjà remis 85 millions de dollars pour le déploiement à court terme, des besoins de calcul public. Donc c'est un projet, sur lequel, nous ferons une mise à jour par la suite également.
parce que c'est également un des grands dossiers de l'Alliance. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les 705 millions de dollars annoncés et cette présentation s'articulera autour de 3 volets. Premièrement, c'est ce que nous avons entendu de vous, du milieu de la recherche, des autres, soumissionnaires dans le cadre de cet appel à déclaration d'intérêt et la deuxième partie se penchera sur notre soumission faite au gouvernement du Canada. Nous souhaitons appuyer la prise de décision du gouvernement dans le cadre de cette procédure. Un certain nombre d'entre vous qui ont assisté à notre dernière assemblée en mars se rappelleront que nous nous pressions pour, atteindre la ligne d'arrivée. Il fallait faire une soumission avant le 14 avril. Donc le gouvernement du Canada a accepté de prolonger le délai pour le bénéfice, de la communauté. Nous n'avons donc pas pris à la légère, cette souplesse qui nous a été donnée. Ça nous a permis de préciser notre vision, de donner davantage de contexte et de tenir compte davantage et d'écouter davantage les intervenants du milieu partout au pays. Alors, qu'est-ce qu'on a entendu au pays pendant notre processus de consultation? Au cours des 2 derniers mois, nous avons effectué 4 assemblées, virtuelles avec 20 séances d'information, avec le milieu universitaire, l'industrie, les leaders du gouvernement partout au pays. Nous, sommes entrés en contact avec plus de 750 personnes, en personne et en mode virtuel. Nous nous sommes également entretenus avec la plupart des promoteurs du secteur public et du secteur privé qui soumettent, des déclarations d'intérêt. Il y a plusieurs raisons à cela. En fait, il y en a 2. D'abord, parce que la proposition de l'Alliance ne veut pas entrer en concurrence avec d'autres soumissions et on veut aussi, s'assurer de tenir compte du bon contexte par rapport aux besoins de notre pays et on veut pouvoir se coordonner avec ces autres soumissions, d'autres organismes, d'autres organisations plutôt, pour que le gouvernement du Canada comprenne les besoins, heu, pour ce qui est d'une IRN, du domaine public et pour le milieu de la recherche, en général. Ce processus de consultation a éclairé, notre lanterne. Nous avons eu des, séances d'information en personne avec, des dirigeants de l'ISDE. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis à Ottawa en ce moment et nous avons eu aussi un certain nombre de séances d'information avec, l'ISDE au sens large, notamment à Hanovre, le mois dernier en Allemagne. Nous tenons à vous remercier tout particulièrement de faire partie intégrante de ce processus et nous avons aussi, organisé un appel, à propositions et à rétroaction virtuelle. Ça nous a permis de recevoir 125 mémoires. Heu, on y a trouvé des idées extraordinaires et on a là-dedans tout un tas de propositions qui ont été faites, notamment pour un apport financier et en nature. La deuxième chose que nous avons entendue du milieu, c'est que le milieu est prêt et disposé à collaborer et à coordonner ses activités. C'est un grand esprit de collaboration et on sait que c'est le genre de choses qui peut permettre la réalisation de grands projets au pays. Nous avons aussi entendu qu'il y avait un fort désir de ne pas fragmenter les investissements et qu'il s'agissait de regrouper, d'en faire un investissement regroupé sur le plan national. Même si l'Alliance continue de desservir principalement le milieu de la recherche, canadien, le gouvernement du Canada a aussi, examine aussi des facteurs relatifs à l'incidence sur, l'industrie et le secteur privé. Nous en avons donc tenu compte dans notre proposition, en nous assurant que ces besoins sont satisfaits. Dans le cadre de notre consultation, nous avons mené, 5, efforts de déclaration d'intérêt visant, ou plutôt regroupant divers établissements et organisations.
Nous avons vu aussi un certain nombre d'instituts de recherche, notamment en matière de santé, qui, mettent l'accent sur les ressources spécialisées en calcul et en gestion de données. Il y a aussi, le défi, le calcul, de l'intelligence artificielle, une autre enveloppe de financement annoncée dans le cadre du budget 2024 et c'est quelque chose qui entre aussi en ligne de compte. Donc ce qu'on a pu voir dans cette, soumission, c'est, le renforcement des, investissements, une reconnaissance que l'alliance fournit des services nationaux qui ne peuvent pas, être, reproduits, qui doivent continuer de desservir le milieu de la recherche et ce qu'on a vu aussi, c'est que d'autres arguments sont propres à certains sites, mais, le gouvernement du Canada n'a pas, imposé d'exigences par rapport à la portée, la taille et cetera, de l'infrastructure de calcul. Donc toutes les soumissions, ne font pas forcément l'objet d'exigences particulières. Nous avons aussi identifié 4 modèles d'affaires essentiels dans le cadre de ce processus. On va en parler par la suite, mais on a vu aussi que la plupart des universités ont proposé, une solution consistant à construire et assurer, la propriété de l'infrastructure, que ce soit au sein de l'institution ou, dans un lieu adjacent. Il s'agit donc d'une approche, globale, parce que c'est quelque chose qui, vise à positionner les chercheurs canadiens de manière, compétitive sur la scène internationale. On voit que d'autres pays, notamment en Europe, en Asie, adoptent une approche nationale de l'infrastructure pour l'IA. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est un investissement majeur regroupé. Qu'on voit aussi, c'est que ces investissements deviennent nationaux et l'infrastructure pour l'IA est mise à profit pour le bien public, pour l'industrie, le développement économique, la résilience des chaînes d'approvisionnement, car il représente une occasion, de répondre aux besoins du secteur, notamment manufacturier, national, la production, de puces électroniques critiques et d'autres types de technologies liées aux centres de données. Une bonne part de cette infrastructure, est rendue possible par une collaboration avec, d'autres pays qui partagent les mêmes valeurs. Au Canada, on a vu les répercussions d'investissements fragmentés en matière d'infrastructure. C'est pas qu'on ne peut pas avoir, une capacité de calcul, distribuée, c'est que nous devons assurer une mise en commun des ressources pour les chercheurs canadiens. Il faut remarquer aussi qu'il n'y a pas d'infrastructure de données nationale actuellement et c'est quelque chose dont on doit tenir compte et étant donné que le Canada n'a pas la capacité de calcul qu'il devrait avoir, cela incite, les chercheurs à avoir recours à des systèmes étrangers qui posent des problèmes au niveau de la souveraineté, de la sécurité des données. Du point de vue de la communauté, de recherche, nous avons entendu qu'il y a un fort besoin de capacité de calcul, pas juste pour les chercheurs, mais également les, étudiants, des cycles, supérieurs notamment et étant donné que le Canada est connu comme un leader dans tout un tas de disciplines de recherche, la souplesse pour répondre aux besoins des utilisateurs est essentielle. Maintenant, il y a autre chose dont il faut tenir compte et c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus dans le monde. Le Canada se tourne vers d'autres pays pour trouver des partenariats stables. Le Canada et l'Union européenne ont beaucoup de points communs, notamment du point de vue de la structuration, de leur capacité de calcul pour l'IA. Et il nous faut vraiment comprendre comment on peut mettre en place des systèmes en collaboration pour faire en sorte que le Canada se fasse entendre et ait une contribution à apporter de la bonne façon. Ce que je veux dire, c'est que si on regarde à ce qui se passe du côté de l'Europe,
capacité de le calcul de haute performance en Europe a fait l'objet, de f il y a du financement qui a été, consacré à la mise en place de 13 usines d'IA dans le cadre de différents, programmes, notamment appuyés par la Commission européenne. C'est destiné à attirer des chercheurs et à motiver des entreprises à utiliser ces systèmes. Bien que c'est excellent pour la collaboration, il y a également des implications du point de vue de la souveraineté des données canadiennes, de propriété intellectuelle et au final d'intérêt national et industriel. Nous sommes un petit peu dans une, situation d'instabilité géopolitique, donc le Canada doit s'assurer, d'investir en tenant compte de ces facteurs. C'est une considération importante dans le cadre de cette déclaration d'intérêt. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas, pris à la légère, le prolongement du délai qui nous a été consenti. Nous avons bien examiné toute la rétroaction qui nous a été, transmise et on veut s'assurer que l'Alliance soit un chef de file en matière d'IRN partout au pays. On voulait s'assurer, d'établir des attentes claires pour tout le monde, pas seulement du point de vue du matériel, mais aussi du point de vue, de l'intérêt public et de l'intérêt général de notre pays. La souveraineté, des données, la souveraineté numérique est un enjeu très complexe. Il y a des questions de technologie, d'adaptabilité, de légalité et tout un tas d'autres aspects, qui rendent le dossier très complexe. C'est une discussion que nous avons recommandée et nous avons d'ailleurs fourni une définition dans le cadre de la déclaration d'intérêt. Dans le cadre, des déclarations d'intérêt des autres promoteurs, on propose une coordination, du message présenté afin de faire en sorte que le gouvernement du Canada entende, au sujet de nos besoins et des besoins du milieu de la recherche de plusieurs sources. La réalité en matière de souveraineté et notamment dans le contexte de la capacité de calcul pour l'IA, il ne s'agit pas que d'accès à la capacité de calcul. Il y a d'autres occasions qui doivent être envisagées et explorées pour, pour profiter de nouveaux débouchés pour le milieu de la recherche et de l'innovation. Comme vous avez pu le voir auparavant, il y a beaucoup de propositions qui ont été faites au gouvernement. Ce que nous avons fait, nous avons élaboré aussi un cadre d'évaluation normalisé que nous avons soumis à l'ISDE qui, va de l'avant avec, sa propre évaluation et qui a ses propres critères d'évaluation. On espère que ça éclairera l'ISDE dans sa démarche. Parlons maintenant, de la déclaration d'intérêt. Tout d'abord, nous avons une vision, d'infrastructure de calcul souveraine pour l'IA canadienne de premier rang. Donc il s'agit d'une capacité de calcul souveraine publique. Le secteur privé a d'autres modèles, notamment infonuagique, mais nous parlons, d'une infrastructure publique. Pourquoi? Parce que nous voulons que le Canada devienne un leader en matière d'IA, car ils seront en mesure d'appuyer les chercheurs canadiens et de protéger leurs intérêts. Nous sommes une organisation fondée sur des principes et il y a d'autres considérations dont nous devons tenir compte. Tout d'abord, il faut tenir compte, qu'au Canada, il faut combler, des lacunes parce que le Canada a toujours été un petit peu à la remorque des autres pays en matière d'investissement dans l'IRN par rapport à d'autres pays. Lorsqu'on se penche sur la capacité de calcul et l'IRN, on ne peut pas se pencher que sur un ou 2 domaines. Il faut tenir compte des besoins de la communauté universitaire, des pouvoirs publics et de l'industrie en matière de recherche dans leur ensemble. Souvent, on parle de calcul, de haute performance, mais cela va bien plus loin que le matériel et l'intelligence artificielle. Il s'agit de services globaux. En ce moment, il y a 26 000 utilisateurs de l'infrastructure et des services de l'Alliance, mais la réalité, c'est que le modèle de financement actuel qu'a l'Alliance, par le biais d'un accord de contribution avec le gouvernement fédéral, ne peut répondre aux besoins futurs des chercheurs, heu, surtout à la lumière de la capacité de calcul accrue qu'il est nécessaire de mettre en place. Assurer un accès équitable à des ressources nationales est quelque chose qui est essentiel pour l'Alliance, où que vous vous trouviez au pays et il faut que ce soit aussi,
heu, durable et fondée sur la collaboration. C'est vraiment autour de ces principes, que s'articule notre déclaration d'intérêts. On en a déjà parlé par le passé, mais on veut vraiment s'assurer que, le Canada conserve sa capacité à pleinement contrôler, l'infrastructure, d'IA, les données et les capacités technologiques, notamment grâce à des cadres, juridiques, le fait de compter moins sur, des entités étrangères, mais aussi en développant le talent canadien. L'innovation est, la priorité dans ce domaine. C'est quelque chose qui est mentionné dans notre déclaration d'intérêts. Le gouvernement du Canada souhaite vraiment investir, de manière, marquante. C'est dans ce contexte que s'inscrit cet investissement de 705 millions de dollars. Il s'agit du genre d'investissement qu'on ne voit qu'une fois dans une génération. Donc, initialement, il était question de 375 millions de dollars, qui ont été utilisés pour fonder l'alliance comme un investissement initial. Les 85 millions de dollars, sont pour l'infrastructure de calcul, destinée à répondre à des besoins à court terme et on y ajoute 700 millions de dollars dans le cadre du programme, d'infrastructure de calcul souveraine de l'IA. C'est un investissement qui se situe au deuxième rang, des pays du G7. C'est vous dire son importance, d'où la nécessité de bien le déployer. L'Alliance s'est engagée auprès du gouvernement fédéral et de la communauté des chercheurs, en disant que celle-ci prendrait toujours ses décisions en matière d'investissement en fonction des recommandations qui visent à faire du Canada un chef de file et à le placer dans le 25e percentile du G7 ou d'être, toujours au minimum numéro 2. C'est quelque chose que nous devons nous engager à faire d'un point de vue holistique, pas uniquement du point de vue de cet investissement de 705 millions. Tout cela est bien, mais ce qui importe vraiment, c'est les services à valeur ajoutée et les données. C'est quelque chose qu'on ne saurait perdre de vue. Notre méthodologie proposée repose sur 5 volets. Tout d'abord, la toute première usine de l'IA du Canada et le calcul pour l'intelligence artificielle, une plateforme de données nationale et une infrastructure, essentielle, unifiée pour l'intelligence artificielle. Nous allons les examiner l'un après l'autre. Le calcul pour l'intelligence artificielle et le besoin en la matière est assez facile à comprendre. Les besoins ne font que croître. Il nous faut, des installations qui permettent d'effectuer, des calculs avec, des unités de traitement graphique, importantes. Au Canada, ce qu'on propose comme usine d'IA, c'est qu'en plus de la capacité de calcul du matériel, c'est d'avoir de nouveaux services, notamment la plateforme de données nationale, une, plateforme de logiciels de recherche, des bancs d'essai et du soutien technique aux utilisateurs, la formation de la main-d'œuvre. Tout cela s'ajoute aux services existants qui sont déjà fournis par l'Alliance, de même, qu'au réseau, de l'enseignement et de la recherche. Essentiellement, les sites, hôtes et les sites payants partout au pays, deviendront des usines d'IA en quelque sorte, afin de répondre aux besoins des Canadiens. Les données sont, extrêmement importantes, notamment pas uniquement dans le domaine de la recherche scientifique, mais également en matière de sciences, humaines, d'où la nécessité de développer une capacité de stockage de données nationale. On veut, pouvoir offrir un cadre, sécuritaire, heu et interopérable. C'est quelque chose sur lequel le gouvernement a commencé à mettre l'accent. C'est fondamental et c'est essentiel. Il s'agit, véritablement de besoins d'infrastructures à ce niveau-là. Maintenant pour ce qui est du talent.
L'Alliance fournit déjà un certain nombre d'outils, de plateformes et de portails avec du matériel de formation qui est déjà utilisé partout au pays, en partenariat avec diverses organisations et institutions. Cela permet d'avoir accès à du matériel partout au pays. Mais on ne peut le faire, en silo. Il faut collaborer. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut comprendre le genre de talent dont le pays a besoin et il ne s'agit pas seulement que de s'adjoindre les services, d'ingénieurs informatiques, et cetera. Il s'agit de faire intervenir le talent de tous les milieux, en aval et en amont de l'infrastructure. Il s'agit de donner des occasions de perfectionnement professionnel afin de profiter le plus possible de cette infrastructure qui est mise en place et permettre aussi aux étudiants de se perfectionner. Nous devons aussi, travailler avec la main-d'œuvre qui travaille déjà dans l'IRN et qui compte environ 200 personnes déjà et qui répond aux besoins de la communauté de recherche. Il faut lui donner les outils dont elle a besoin pour, répondre à ce besoin. Au-delà de cela, il faut aussi trouver des façons novatrices de formater rapidement les gens pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est avoir des partenaires comme par exemple les Supergraph numériques et d'autres associations de l'industrie qui, offrent des solutions intégrées et il faut voir comment on peut attirer et conserver le talent au Canada. C'est une stratégie holistique, que nous souhaitons faire avec des partenariats partout au pays. J'aimerais maintenant parler du banc d'essai et c'est important parce que très souvent, les gens croient qu'il s'agit d'une question d'accès à la capacité de calcul, mais ça va bien au-delà de l'accès. Voici ce que nous voulons faire, c'est préserver l'accès à la capacité de calcul pour l'IA, pour les gens qui en ont besoin pour faire de la recherche, entre autres. Mais nous comprenons également que l'infrastructure de AI Compute a une autre dynamique. Une bonne partie de ces dynamiques a un lien avec le matériel. Lorsque nous avons sondé les gens, on a constaté qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour l'adoption de la technologie, l'incubation, entre autres. Alors, ce qu'on veut dire, c'est qu'au fur et à mesure qu'on bâtit l'infrastructure du calcul, il existe d'autres technologies euh, qui peuvent être conçues au Canada et qui devraient être consommées au Canada. Ce qui nous intéresse, c'est les systèmes de refroidissement. Il faut se pencher sur les capacités informatiques de prochaine génération, la mémoire parallèle et d'autres types de technologies. Comment soutenir l'innovation partout au pays en offrant un milieu sûr dans, dans lequel on peut aussi agrandir les capacités. Et on ne parle pas d'une seule centre, par exemple, l'usine qui est proposée. On veut travailler avec les sites de le CPIA, entre autres. On veut avoir une stratégie nationale. Et la raison, c'est pour que le Canada puisse jouer dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en ayant des partenaires de commerce stables. Quand on regarde le soutien pour la sécurité et la résilience économique et en étayant l'innovation, l'une des mesures utilisées par le gouvernement du Canada, c'est l'échelle de préparation à la technologie. On veut se servir de cette échelle pour comprendre du point de vue du secteur comment peut-on tirer profit de l'investissement du gouvernement du Canada dans AI Compute. On veut qu'on a le maximum de ressources allouées aux chercheurs au pays. Ce que nous avons fait, c'est que si vous êtes moins prêt à la technologie dans votre organisation, d'habitude, ce sont des entreprises en démarrage en IA qui forment des modèles, qui font des expériences et qui travaillent avec beaucoup d'universités. On veut que ces gens aient l'accès à la capacité de calcul. Si vous êtes une entreprise qui fait de la découverte de médicaments ou une firme d'ingénierie qui fait de la modélisation pour l'infrastructure, et vous avez déjà une technologie en place, mais vous voulez faire des expériences avec l'IA pour améliorer votre processus ou produit, nous voulons également offrir ces services à ces organismes aussi, parce que ça représente de la recherche.
Mais entre le TRL 4, 6, 7 et 9, on peut parler de matériel. Il y a des centres physiques et on doit vraiment soutenir et encourager les tests précoces. Et ça touche l'informatique quantique, entre autres. Ces technologies seront nécessaires aux différents sites, les sites ECPIA et à l'usine LIA. Et si le tout est viable, sur le plan, financier et économique, eh bien, l'alliance peut être le premier client et ça touche toute la société, tout le pays et il s'agit d'avoir des bonnes ressources pour les bons joueurs au bon niveau. Alors, ce n'est pas facile de prendre ces décisions. Quand on regarde les aspects financiers et on l'analyse avec les autres soumissionnaires, il existe, 3 contraintes. Ça veut dire, d'abord, le temps, la vitesse à laquelle le gouvernement du Canada veut offrir le financement ou est-ce qu'il veut prendre plus de temps? Ensuite, le niveau d'investissement et quels sont les modèles qui sont prêts à explorer et quelles sont les considérations pour le bien du public? Il faut étudier tous ces éléments. Lorsqu'on avait étudié les dynamiques du bien, de l'avantage pour le public, l'innovation et la science et la recherche sont essentielles. Mais c'est aussi la compétitivité économique. Il s'agit aussi de la santé publique parce qu'on veut se préparer à des cas d'urgence. S'il y a des chercheurs qui mènent des projets qui exigent une action immédiate du gouvernement du Canada, par exemple dans le cas d'une catastrophe avec intervention urgente, comment peut-on les soutenir? La défense, les usages, les doubles usages, la souveraineté de l'Arctique. On sait qu'on a besoin de l'IRN pour l'Arctique aussi. Et à l'international, on nous a approchés pour faire en fait, pour faire des backups des données. Donc, l'une des choses qu'on voulait faire, c'est de voir comment l'investissement dans les données et le calcul pour IA peuvent améliorer ces aspects pour tout le monde au Canada, mais pour tous les sujets, pas seulement quelques-uns. Quand on regarde les 3 contraintes, on a compris qu'il existe plusieurs options au pays. Mais quand on regarde tout, on voit qu'il s'agit de 4 options essentielles. D'abord, construire pour détenir. Souvent, c'est ce que les universités proposent. Ensuite, on peut faire ce qu'on appelle build to suit. Donc, on construit pour convenir aux propriétaires et ensuite, il y a un bail. Alors, chacun a son propre modèle financier. Nous avons travaillé avec plusieurs parties tierces du secteur privé pour élaborer un modèle pour l'évaluation de chacune de ces opportunités du point de vue financier. Comme ça, on peut comparer les mêmes choses. C'est quelque chose qu'on va évaluer et c'est un outil pour l'ISDE pour qu'ils comprennent la façon dont ils peuvent analyser les différentes déclarations d'intérêt. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'Alliance n'a pas une option ni un modèle d'affaires de préférence, mais en réalité, il faut que ça soit à la hauteur de l'intérêt du public. Il existe déjà des modèles et le Canada doit investir dans ces modèles pour qu'ils soient interopérables et pour qu'on puisse travailler avec d'autres pays. Par exemple, en Australie, il y a un organisme à but non lucratif. On a la même chose ailleurs et on a quelque chose aussi aux États-Unis. Quel est le meilleur modèle pour répondre aux besoins des chercheurs canadiens tout en étant axé sur les pratiques exemplaires et en livrant le meilleur rapport qualité-prix pour les contribuables? Au sein de l'Alliance, nous avons fourni 3 scénarios financiers pour la considération du gouvernement fédéral. Dans le premier scénario, nous avons, bon, dans notre analyse, l'enveloppe est insuffisante pour financer tous les besoins de la communauté. Et nous avons précisé qu'il faut euh, bonifier l'enveloppe pour pour nous permettre d'atteindre les objectifs qu'il faut. Et il faut savoir les objectifs du gouvernement. On ne veut pas uniquement augmenter la capacité, il s'agit aussi ici du développement économique.
Ce n'est pas juste une question de matériel. On ne peut pas aller très loin avec beaucoup d'ordinateurs. Il faut des services à valeur ajoutée, le talent et les gens pour exploiter les systèmes. En ce faisant, nous avons généré 3 scénarios de financement. Dans le premier scénario, c'est un modèle qui pourrait aider pour la plupart des services et des services à valeur ajoutée et aux ressources humaines pour la communauté. C'est ce qui va nous propulser en avant, c'est le scénario optimal. Mais c'est aussi l'option qui offre la moins d'infrastructures en calcul pour l'IA. En scénario 3, en fonction de notre analyse et notre compréhension avec les parties tierces, eh bien, c'est une évaluation de coût réaliste pour le développement d'une nouvelle installation et l'infrastructure de l'IA. Donc, tous les coûts fixes connexes avec le minimum d'investissement nécessaire pour livrer des services et des programmes pour le pays. Et j'aimerais insister sur quelque chose. Dans certains de ces modèles, on comprend que des entités publiques et des universités vont offrir des contributions en nature pour compenser certains de ces coûts. Mais pour le gouvernement du Canada, on voulait leur donner le portrait d'un scénario de tous les coûts. Et ensuite, il faut tenir compte des contributions en nature des entités publiques comme étant des rabais, si on veut. Alors, notre recommandation ultime au gouvernement du Canada est d'avoir un investissement complet et consolidé. Il faut que ça soit géré par une entité nationale publique. Nous avons aussi un cadre d'évaluation pour soutenir l'évaluation des différentes déclarations d'intérêt. Il faut définir le biais du public. Alors, sur ce, comme je vous ai dit, ce n'est que le début de notre parcours. On s'attend à ce que l'ISDE organise un panel d'experts pendant l'été. Les soumissionnaires qui sont sélectionnés devront offrir une proposition. Pendant ce processus, nous allons vous contacter et nous allons mener d'autres consultations spécialisées pour recevoir vos commentaires et les intégrer à la phase 2. On s'attend à ce que l'Alliance ait l'occasion et on s'attend à ce que l'Alliance soit digne de votre confiance et de la confiance du gouvernement. Alors voilà, merci beaucoup et c'est maintenant la période des questions. Katharina, pouvez-vous nous aider avec les questions? 17 commentaires déjà. Oui, je suis ici. Nous avons reçu une première question concernant l'enregistrement de la réunion. Oui, il sera disponible après et ça sera disponible en anglais et en français. Nous allons envoyer le lien et vous saurez où retrouver l'enregistrement. Deuxièmement, est-ce que l'Alliance avait travaillé sur la proposition de l'Université Queen's? Je ne sais pas qui voudrait répondre à la question. George. Oui, mes excuses. Oui, je peux répondre. Nous avons déjà eu plusieurs discussions avec l'Université Queen's concernant leurs propositions et leur vision. Bon, je ne dirais pas qu'on a travaillé avec eux en particulier, en tout cas pas plus que les autres dans la collectivité en ce qui concerne notre soumission, mais nous avons un dialogue ouvert avec l'Université Queen's. D'après notre compréhension, ils proposent une installation très sophistiquée à des fins très précises. Et c'est une proposition bien réfléchie et nous sommes ouverts à des discussions avec eux. Très bien. Maintenant, de Michael. Il a levé sa main. Allez-y, vous pouvez faire les questions dans le clavardage en premier si vous voulez. OK, faisons ça, s'il vous plaît, Michael. Ah non, allez-y. Merci pour l'excellente présentation, Steven. J'ai beaucoup appris sur la vision de l'ARNC. Vous avez parlé de l'importance des données. Donc, l'infrastructure est merveilleuse, mais il faut des données afin de s'en servir.
J'aimerais savoir quelque chose. Au moment où on arrive à l'étape d'élaborer les soumissions ou les propositions, est-ce que vous croyez que la RNC va travailler davantage avec des intendants? Bon, moi, je suis dans le domaine de la santé et c'est particulièrement difficile de travailler avec les données de mon domaine. Est-ce que vous anticipez de travailler avec d'autres intendants comme nous en ce qui concerne votre vision? Parce que ça sera essentiel, je crois, pour le succès, et c'est de repenser ces données. Même quand vous parlez des occasions pour le développement de la technologie et de l'innovation, ça comprend la gouvernance des données, l'accès aux données, comment on, comment on trie les données pour enlever les renseignements personnels, par exemple. Alors, selon vous, comment vous envisagez cette consultation avec notre communauté dans le cadre de votre proposition? Voulez-vous que je commence ou vous, George? Oui, je ne sais pas si Felipe est ici avec nous. Il pourra répondre également. C'est une excellente question. Ça fait déjà plusieurs mois que les gens répondent à la demande des déclarations d'intérêt. Nous analysons les besoins de la communauté et comment l'Alliance peut y répondre. Selon nous, la plateforme est essentielle dans le cadre de l'investissement, dans la capacité de calcul. Voici notre concept. Nous avons des normes de base et on veut établir l'infrastructure de base, mais on veut travailler avec les disciplines et les communautés d'intérêt qui seront ultimement les gardiens de ces données. Et on veut avoir des espaces de données avec une pleine collaboration. On aura probablement un rôle de soutien plutôt qu'un rôle de dirigeant. C'est ça l'idée. C'est très gros, c'est très complexe, c'est difficile et on essaie d'y aller en étapes de façon pratique, euh, avec un groupe à la fois. Par exemple, on discute avec les gens de la génomique. Il y a des données qui sont générées dans des projets nationaux de la génomique. Mais pour répondre à votre question précisément, il faudra travailler avec la communauté. Nous sommes des fournisseurs d'infrastructures et des promoteurs. Donc oui, moi, je parle avec la communauté et je vois que c'est plus que les communautés d'universitaires. On a beaucoup de données dans les dépôts de recherche du gouvernement, entre autres. À vous, Katharina. Merci. Oui, nous avons quelques commentaires. À la diapo 16 de la présentation, Marc et Maxime se penchaient sur les couleurs sur la diapo 16 et ils disaient que la solution existe déjà, peut-être, et nous avons déjà un soutien pour les utilisateurs. C'est établi, mais on ne s'en sert pas. Est-ce que vous voulez répondre? Dave, je ne veux pas trop vous mettre sur la sellette, mais je crois que c'est plus pour l'usine de l'IA. Oui, ce que nous avons fait dans la diapo que vous avez vue, c'est l'évaluation de la maturité de ces installations. Je crois qu'il y a une occasion pour une discussion sur notre façon d'évaluer ces services. Il y a une distinction entre fédéré et véritablement national. Alors voilà, c'est vraiment quelque chose qui mérite davantage de discussion. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose. L'un des aspects uniques du Canada avec notre modèle est le fait que nous avons un modèle d'accès national. Nous avons des identificateurs, des services nationaux, du soutien aux usagers. Alors, le but est de renforcer ce que nous avons déjà.
Ça serait ridicule pour nous de penser à la possibilité de tout remplacer ou de le repositionner. Il s'agit des années, même des décennies de travail, de coopération et de collaboration. Alors, c'est un point de départ pour nous. Bon, il y a beaucoup de détails, comme David l'a dit. Il faut trouver une façon de opérationnaliser tout ça. Mais personne ne devrait croire qu'il s'agit d'un nouveau concept ou qu'on bâtit quelque chose de nouveau. Non, on travaille à partir de ce qui a été déjà réalisé au pays au cours des dernières années. Merci. Il y a des choses comme la formation, la disponibilité des logiciels et l'expertise. L'expertise au sein de toutes les institutions et des sites autres. Il faut penser à tout ça. Merci, George. Alors, j'ai une main levée de Barbara Spooner. Allez-y. Eh bien, Barbara n'est pas là. Barbara, êtes-vous là? Ah, ça, c'est l'autre Barbara. Moi, je m'appelle Barb McCollin. Ah, désolé. C'est parce qu'elle est en sourdine. Ah, je peux essayer d'allumer son micro pour elle. Barbara M., voulez-vous poser votre question? Oh, je suis venue au Canada de l'Europe et j'ai fait des calculs de premier principe ici et je suis un utilisateur primaire d'un logiciel de la fine pointe et je demande toujours des mises à jour, des mises à niveau. Mais maintenant, le soutien ne fonctionne pas parce qu'on ne peut pas spécifier à qui la demande devrait être adressée. Par exemple, mon billet, ma demande du mois de février est toujours en attente parce que personne ne sait à qui il faut l'envoyer. C'est compliqué, c'est vrai. Il s'agit du code qu'on avait acheté et il faut le combiner avec un autre logiciel qui est gratuit afin d'élaborer le potentiel d'apprentissage automatique. Comment être compétitif si mes demandes ne sont pas répondues pendant des mois? Nos étudiants ne peuvent pas travailler là-dessus non plus et on n'arrête pas de me poser la question à quel moment on aura une réponse. Nous avons un expert à qui je pourrais envoyer un courriel et je sais que j'aurai une réponse très rapide, mais le système ne fonctionne pas. On envoie une demande et je ne sais pas vers qui me tourner et je ne sais même pas si on a lu ma demande. Alors, ça remonte au 5 février. Je peux vous envoyer la demande, vous pouvez consulter l'historique pour voir ce qui s'est passé. On ne me répond pas. Ça, c'est une question opérationnelle très importante. Je crois que Patrick est ici en ligne. Quelqu'un du groupe des opérations? En tout cas, quelqu'un de l'équipe peut faire un suivi avec vous directement et je vais me renseigner pour vous revenir avec une réponse. Oui, j'ai posé la question à Patrick à plusieurs reprises. Il essaie de m'aider, mais le système devrait pouvoir gérer ce genre de demande. On devrait être en mesure de accorder le nom d'un expert pour qu'on sache qui répondra, parce que cette demande demeure en attente et on ne précise pas qui répondra. Et moi, je sais qu'il y a les connaissances. Nous avons d'excellents experts qui sont en mesure de répondre, mais la demande n'est pas envoyée. Bonjour Barbara, c'est Patrick ici. Je vais faire un suivi. Barbara, vous pouvez m'envoyer un courriel avec vos observations. Ça pourrait être utile également. Patrick et moi pouvons travailler ensemble pour vous trouver une réponse à la question. À vous, Katharina.
Merci. C'est maintenant une question sur la diapo 17. Est-ce que la croissance potentielle et l'échelle potentielle au cours des 10 prochaines années pour l'usine de l'IA seront envisagées lors des décisions politiques et établissement des budgets? Bon, j'aimerais demander une précision. Est-ce qu'on a fait des précisions, des prévisions plutôt pour ce qui est de la croissance et de la demande future? Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que j'ai raison? Je crois que oui, il s'agit de l'horizon temporel pour l'usine de l'IA, la formation et ainsi de suite. Oui, c'est ça. OK. Oui, je crois que c'est la réalité des trois contraintes, l'échelle, le temps et une dernière contrainte. On peut aller rapidement, mais ça limite les options. On ne peut pas bâtir quelque chose à plus long terme, surtout avec 705 millions de dollars. Afin d'avoir une véritable usine pour l'IA, nous avons plusieurs options qu'on peut réaliser plus rapidement, mais chacune des options prendra du temps parce qu'une bonne partie de ces installations n'existe nulle part au pays. Et même si elles existent dans une université, il faudrait les mettre à niveau et faire beaucoup d'ajustements. On veut avoir les fondements pour la croissance future au pays. Il existe un problème existentiel. C'est une course mondiale en matière de capacité. Il est devenu évident pour nous que le Canada était en train euh, de commencer à être en retard par rapport aux autres. Donc, c'est un point de départ. C'est quelque chose qu'on doit faire avec nos bailleurs de fonds. Il faut que ce soit une stratégie à long terme. Pas seulement en ce qui concerne l'investissement et le matériel, mais l'investissement dans les données, la gestion pour tout le pays et de s'engager envers une main-d'œuvre. Nous avons 258 personnes qu'on soutient partout au pays, y compris, en fait, en excluant le personnel de l'Alliance. Et le financement de ces personnes qui travaillent dans les centres de données, en fait, est intermittent. Si on regarde ailleurs, dans d'autres pays, il existe une stratégie à long terme et la fondation est bien établie et il y a un engagement clair envers le personnel. Et c'est eux qui sont à la fine pointe. Mais nous, en tant que pays, c'est là où on devrait être. Bon, sans vouloir être trop dramatique, nous n'avons pas encore les fondements en place. C'est ça qu'il faut communiquer au gouvernement fédéral. Tout à fait. Nous avons une autre question. Est-ce que la coopération internationale comprendrait l'Afrique, les pays de l'Asie et l'Amérique du Sud? Oui, merci, merci, parce que ça, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Tout à fait. On veut avoir des partenariats avec plusieurs administrations sur le plan international. Mais on écoute le gouvernement aussi pour voir dans quelle direction il veut se diriger. Pour ce qui est du positionnement géographique, on nous pousse vers l'Union européenne, c'est normal, parce que ça touche aussi le commerce, mais dans l'Asie de l'Est et le Pacifique aussi. Trop souvent, on se sert de cette analogie qui touche le hockey, mais il faut regarder là où la rondelle sera, pas où elle est en ce moment, parce que là, il s'agit des économies émergentes et il y a vraiment beaucoup de potentiel pour des collaborations futures. Et non, je suis pour cette idée. Je crois que c'est Raymond qui lève sa main. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'ai écrit ma question dans le clavardage, mais je vais le dire de vive voix. Qu'est-ce que l'Alliance fait en ce qui concerne
l'infrastructure. Bon, je veux savoir, est-ce que c'est le pire scénario parce qu'on veut mettre à niveau son matériel, parce qu'on veut faire avancer HPC, par exemple, pour en faire plus à l'avenir? Oui, je vais essayer de vous répondre. Ce n'est pas tout ce financement qui est prévu pour les ordinateurs. Dans ce scénario, ça comprend aussi toute l'infrastructure énergétique qui est ajustée pour les besoins immédiats et on veut aussi offrir la possibilité de les faire évoluer à l'avenir. Donc, on tient compte de l'avenir et ses besoins. Je dirais à un coût raisonnable selon les estimations, non seulement avec le calcul. Il faudrait que ça, pour le calcul, il faudrait que ça soit sur un cycle de euh, réinitialisation. Mais pour la construction de l'infrastructure, ça serait plutôt dans le long terme. On n'est pas obligé de renouveler ou rénover aussi souvent. Et comme je vous ai dit, ça, c'est à des fins d'évaluation. Ça ne veut pas dire que l'Alliance propose de faire ceci ou cela. On veut donner à l'ISDE une façon d'analyser les différentes propositions qui sont soumises et pour comprendre les différentes structures de coûts tout en gardant les mêmes éléments, comparatifs. Merci. Très bien. Prochaine question. Quel est le modèle de gouvernance? Par exemple, les conseils. Est-ce que les gens du marché privé font leurs demandes de la même façon? Ah, ça, ce sont des détails qu'on doit élaborer davantage. Mais ce n'est que 15 pages, hein, la déclaration d'intérêt. Il s'agit des idées, un résumé de la vision. Alors, en général, ce qu'il faudra faire, c'est décider de ces en fait, d'écrire ce que sont ces modèles d'accès du domaine public. Mais ce sont des éléments qui euh, seront présentés à cette communauté pour vous expliquer de ce que ça devrait être et comment améliorer les choses pour vous faciliter la vie. Et moi, j'aimerais ajouter quelque chose, Steven. Je peux revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. On m'a- on nous a posé une question sur la plateforme des données. Il y a un rôle important pour cette organisation, pour soutenir ses efforts. Il y a beaucoup d'organismes qui sont dans le développement économique pour soutenir les petites et moyennes entreprises, les entreprises en technologie, entre autres. Alors, notre travail serait d'offrir les outils aux entreprises. On pourrait leur donner un accès aux programmes qui existent déjà ou si on a des programmes d'accès spécialisés. Alors voilà. Mais le concept général est que l'environnement envisagé par nous est ouvert à bien plus que seulement la recherche universitaire de façon formelle. Il faut y affecter, une certaine capacité. Marc, je pense que vous souhaitiez répondre? Non, c'est bon, merci. Je tiens à m'assurer qu'on jette un petit coup d'œil, sur l'horloge. Nous sommes, il est 13h02 et nous avons plusieurs questions. Peut-être que je pourrais résumer. Parce que j'ai jeté un petit coup d'œil au clavardoir et on s'interroge surtout sur les prochaines étapes de la déclaration d'intérêt. Donc, premièrement, c'est une procédure avec le gouvernement du fédéral. L'Alliance cherche vraiment à coordonner les différentes interventions pour faciliter la vie au gouvernement fédéral, parce que parler d'un trop grand nombre de voix risque de nuire à la clarté du message. Donc, ce qu'on prévoit, c'est que le gouvernement fédéral va devoir revoir ces processus, examiner tous les mémoires présentés, toutes les soumissions. Il va y avoir ensuite différentes séances de consultation, comme des assemblées en personne ou virtuelles. Ça va permettre de préciser un petit peu le point de vue du milieu. Donc, c'est une procédure qui appartient au gouvernement, mais nous souhaitons lui faciliter la vie. L'autre chose, c'est la participation de l'industrie, les subventions, et cetera. Bon, nous travaillons déjà avec l'industrie, nous comprenons que l'industrie a un certain rôle à jouer. Il ne s'agit pas que de normes de l'industrie, de concessions des fournisseurs, et cetera.
On veut s'assurer qu'ils aient leur mot à dire et que leurs besoins soient compris pour, parce qu'une bonne part de la technologie provient du secteur privé et il y a tout un volet souveraineté dont il faut tenir compte, afin d'appuyer l'industrie canadienne plutôt que de faire l'acquisition simplement, de technologies, de l'extérieur. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est la première étape du processus de consultation, c'est loin d'en être, la fin. Vous aurez d'autres nouvelles de l'Alliance dans les prochaines semaines. On va avoir une petite pause bien méritée, bien évidemment, mais, nous allons continuer le processus. Merci beaucoup. Ce webinaire a été enregistré. Nous vous enverrons le lien pour accéder à l'enregistrement. Vous recevrez également un résumé de notre déclaration d'intérêt, alors n'hésitez pas à nous suivre. Merci beaucoup.